Bonjour Monsieur Luc Blondiot, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui dans le cadre du cycle des humanités 2022 organisé par le Bureau du livre de l'ambassade de France au Brésil, la Bibliomaison et Monsieur André Maniel du Atelier de Humanidades qui est ici présent avec nous et qui sera votre interlocuteur pendant l'interview. Je suis Raquel Sipel et je passe maintenant la parole à Monsieur Maniel. C'est à vous. Merci, Raquel Sipel. Bonjour, Monsieur Loïc Blondiot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cet entretien pour le cycle de Humanidades 2022. Il est lié à la troisième et dernière rencontre du premier semestre dans le thème l'ère de la démocratie. Notre question peut être résumée comme suit. Nous devons dépasser la critique et l'indignation et adopter une position proactive avec des idées pour renouveler la démocratie. Il est certain que vos travaux scientifiques sur la démocratie et la participation, ainsi que vos collaborations avec les instances de policymaking, ont beaucoup apporté. Je voudrais vous poser 4 questions. Les 3 premières portent sur le livre Le Nouvel Esprit de la démocratie, actualité de la démocratie participative, SOL, 2008. Pour vous encourager à faire une brève présentation du livre. La 4e portera sur l'ouvrage La démocratie des émotions. N'hésitez pas, cependant, à vous référer à d'autres de vos œuvres. Par exemple, j'ai vu être curieux de vous entendre sur l'ouvrage collectif Inventer la démocratie du XXe siècle, l'Assemblée citoyenne du futur. Première question. Vous parlez de la montée en puissance d'un impératif de participation dans nos démocraties. Cependant, la notion même de participation est fluide, car il en existe plusieurs versions et modèles. Et il y a aussi beaucoup d'ambivalence de suspicion. Quel serait le nouvel esprit de la démocratie, Monsieur Blondiot, et pourquoi la participation dans la démocratie actuelle? Oui, alors lorsque nous avons parlé d'impératif participatif avec mon collègue Yves Saint-Omer au début des années 2000, donc au tout début du XXIe siècle, nous évoquions finalement une forme de référence de plus en plus systématique de la part des gouvernants, mais aussi de la part de certains mouvements sociaux et d'un certain nombre d'intellectuels à la nécessité de renforcer la place du citoyen dans le processus de décision. Alors en fait, cette référence à la démocratie participative, elle s'appuie d'abord sur une critique de la démocratie représentative et de la place très faible qu'elle laisse aux citoyens. Une critique aussi des insuffisances de l'élection. Est-ce que l'élection, finalement, résume à elle seule la participation démocratique? Et il me semble qu'il faut se replacer dans ce moment particulier qu'a été le début des années 2000, avec une très forte abstention, un très fort degré de défiance de la part des citoyens et la réinvention de mécanismes anciens comme le tirage au sort, comme la démocratie d'assemblée, et c'est à ça que fait référence l'impératif participatif. Mais là où vous avez tout à fait raison, si cette notion a eu autant de succès, c'est justement parce qu'elle est floue. Elle peut être déclinée à la fois par la Banque mondiale, d'une part, mais aussi par des mouvements sociaux. Je sais qu'au Brésil, vous avez été un des lieux, à travers le budget participatif de Porto Alegre, d'invention de cette catégorie. Donc, il y a des significations politiques très différentes derrière cette notion. Vous abordez aussi les pièges et les problèmes de la participation. Quels sont-ils et pourquoi, malgré cela, avons-nous des raisons d'espérer? Voilà. Alors, les critiques qu'on peut adresser à la participation sont extrêmement nombreuses. D'abord, les premières critiques portent sur la capacité des gouvernements locaux, nationaux, à instrumentaliser cette participation, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elle ne produise que des résultats conformes à leurs attentes. Donc, il y a effectivement un danger permanent derrière la participation de manipulation, finalement, des dispositifs participatifs au profit de ceux qui les mettent en œuvre. Ça, c'est la première critique principale. La deuxième critique principale, elle porte sur le caractère très peu représentatif, souvent, des démarches participative. Les jeunes, les catégories populaires, soit ne participent pas dans ces espaces nouveaux
de discussion ou d'interpellation du politique, soit sont placés en position de faiblesse face à des élites politiques, face à des acteurs plus dominants qui maîtrisent beaucoup mieux les codes de la prise de parole en public. Et donc, cette critique, elle est souvent adressée à la démocratie participative et il est absolument indispensable d'y répondre, c'est-à-dire en mettant en place des mécanismes qui limitent les risques de reproduction d'inégalités par les démarches participatives. Donc, je pense que c'est la deuxième critique principale. Et la troisième critique principale qui a été adressée à la démocratie participative, c'est de ne pas produire d'effets réels sur la décision politique. C'est de porter soit sur des aspects marginaux des politiques publiques, soit d'être déconnecté finalement de la décision. Et par exemple, nous avons vécu en France, il y a 2 ans, un épisode tout à fait intéressant qui a été celui de la Convention citoyenne pour le climat. Après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu la mise en place d'une assemblée citoyenne tirée au sort qui a travaillé sur des réponses à la question du changement climatique, qui a beaucoup travaillé, qui a très bien travaillé et qui a produit des propositions tout à fait significatives. Or, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'en a pas tenu compte et ça produit de la frustration, ça produit de la désespérance chez les citoyens. Voilà, vous m'avez demandé de rappeler les principales critiques et voilà, la carte finalement de ces objections à la démocratie participative. Et quelles sont les raisons d'espérer pour Alors, la il y a des raisons participation? d'espérer. Il y a des raisons d'espérer, je le crois. D'abord, il y a beaucoup de raisons d'espérer dans les capacités des citoyens à exercer leur métier de citoyen, c'est-à-dire à produire de l'intelligence collective. Lorsque vous mettez en place un cadre de confiance, lorsque vous donnez de l'information, une information réelle à ces citoyens, ils sont, comme on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, ils sont capables de faire preuve d'imagination et de construire finalement des décisions qui, bien souvent, sont beaucoup plus conformes à l'idée que l'on peut se faire de l'intérêt général que celle qui est produite dans la politique classique par l'intervention des partis. Ça, c'est la première raison d'espérer. La deuxième raison d'espérer, c'est que de toute façon, nous n'avons plus le choix. Soit nous dirigeons vers des formes politiques plus autoritaires, au regard de la décomposition des démocraties représentatives un peu partout dans le monde. Les États-Unis sont quand même l'exemple le plus parfait de la fragilité actuelle de cette démocratie représentative. Soit nous allons vers plus d'autorité par rapport aux crises que nous allons devoir affronter, la crise environnementale, la raréfaction des ressources, la déstabilisation des démocraties par des puissances comme la Russie ou la Chine. Soit nous allons vers l'autorité, soit nous essayons de produire des décisions plus légitimes. Et je pense que par rapport aux questions environnementales, c'est absolument décisif. On ne pourra finalement embarquer les citoyens dans des changements profonds de mode de vie, de mode de consommation, que si les citoyens sont associés à la production des politiques. Et c'est pour ça qu'en France, je crois beaucoup à une idée qui aujourd'hui est débattue à la fois par la gauche et par Emmanuel Macron, qui est l'idée de planification écologique, de planification démocratique écologique. Je pense que ça, c'est une idée très importante et qui est impérative. Il me semble que cette démocratie environnementale doit nous servir d'horizon et nous devons inventer ces formes nouvelles de démocratie pour le XXIe siècle. Parfait. Dans la conclusion du livre, vous formulez 6 recommandations pour une démocratie efficace. Quelles sont-elles? Et sont-elles toujours les mêmes 14 ans après la publication? Bien sûr. Alors, je pense que ces 6 conditions, ce sont des conditions pour que les démarches de démocratie participative aient à la fois une véritable portée politique et puissent être perçues comme légitimes par les citoyens. Alors, il y a des conditions matérielles et puis il y a des conditions politiques. Je pense qu'il y a des conditions matérielles vraiment indispensables. Il faut du temps, il faut des moyens.
Pour moi, il est essentiel finalement qu'il y ait des professionnels capables d'organiser, d'animer ces démarches participatives et surtout que ces professionnels soient dans une position d'impartialité vis-à-vis des acteurs en conflit autour de la décision. C'est pour ça que je parle d'ingénierie démocratique, d'ingénierie de la participation. Et à la Sorbonne, j'ai créé, il y a une dizaine d'années, un master d'ingénierie de la participation qui forme des spécialistes de ces démarches. Pour moi, ça, c'est essentiel. Il faut du temps parce qu'on ne crée de la confiance qu'avec du temps. Il faut des moyens et ça, ce sont les conditions matérielles. Les conditions politiques, elles sont compliquées à réunir. Il y en a trois principales. Je ne vais pas faire l'intégralité de ces recommandations, mais il y en a trois principales. D'abord, il faut une volonté politique, mais une volonté politique très particulière. Il faut que le pouvoir qui met en place la démocratie participative en ait besoin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un problème réel à résoudre et il faut qu'il ait besoin de ce dispositif. Donc, il n'y a pas de participation politique sans problème à résoudre collectivement, dans la délibération, dans la discussion. Et donc, il faut une volonté politique et cette volonté politique, elle doit s'accompagner d'une certaine forme de courage. Le problème des élus, c'est qu'ils ont tellement peur de ne pas être réélus que face aux citoyens, ils ont tendance, d'un certain point de vue, à essayer de faire en sorte que finalement la parole ne s'exprime pas véritablement et qu'il n'y ait aucun conflit. Donc, vraiment, cette volonté politique, elle est essentielle. Deuxième condition, il faut penser la place de la participation par rapport au processus de décision, c'est-à-dire l'articulation entre le moment de la participation et le moment de la décision. Il faut qu'il y ait une institutionnalisation d'un certain point de vue de la participation. Il faut par exemple que celui qui l'organise soit obligé de rendre des comptes aux citoyens, c'est-à-dire il soit obligé de s'expliquer dans l'hypothèse où il ne reprend pas ce que les citoyens ont dit. Et par exemple, en ce moment en France, nous réfléchissons avec plusieurs chercheurs et acteurs politiques à l'institutionnalisation d'une troisième chambre tirée au sort. Et cette troisième chambre, elle aurait vraiment un rôle dans le processus de fabrication de la loi. Elle ne voterait pas la loi, mais elle aurait vraiment un rôle, donc elle aurait une place reconnue dans le processus de décision. Il s'agit, pour reprendre un terme qui est utilisé dans la littérature aujourd'hui, il faut encastrer la démocratie participative, embedded, encastrée dans les dispositifs de gouvernance. Troisième condition impérative, il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui restent spontanément extérieurs aux démarches de participation et donc il faut aller les chercher. Il faut aller chercher leurs paroles et souvent par des formes d'inclusion qui sont compliquées, difficiles à mener. Et voilà. Donc voilà les trois grandes conditions, me semble-t-il, politiques de réussite de la démocratie participative. Mais n'oublions jamais que la démocratie participative, elle produit souvent de la frustration chez tous les acteurs. S'il y a un seul acteur qui est satisfait d'une démarche, c'est que la participation n'a pas été organisée véritablement de manière impartiale, me semble-t-il. Donc, voilà. Bon, il y aurait plein de choses à dire. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on va peut-être passer à votre dernière question, peut-être. Parfait. Plus récemment, vous avez abordé la question des émotions dans la démocratie, en quoi la recherche des émotions éclaire-t-elle sur la démocratie participative et comment faire pour que les émotions agissent positivement dans la formulation des politiques publiques? Voilà, dans ce livre qui s'intitule « La démocratie des émotions », on a réuni avec mon collègue français spécialiste des mouvements sociaux, Christophe Traini, on a réuni tout un ensemble de contributions qui cherchent à repérer les moments dans les démarches de participation, les moments où les émotions soit peuvent s'exprimer,
soit sont refoulées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tendance dans tout le courant de la démocratie participative ou de la démocratie délibérative, il y a une tendance à considérer que les émotions viennent parasiter l'exercice rationnel de la discussion. C'est évidemment un des effets, par exemple, de la pensée d'un auteur que vous connaissez sûrement, qui est Jürgen Habermas. Jürgen Habermas donne une importance particulière à la rationalité communicationnelle et, d'un certain point de vue, pour lui, la délibération démocratique, c'est essentiellement un échange d'arguments. Or, si on ne permet pas aux émotions de s'exprimer dans les démarches délibératives, on produit deux choses. D'abord, on affaiblit ceux qui, d'un certain point de vue, s'expriment essentiellement par des images, par des sentiments, beaucoup plus que par le langage politique, technique habituel. Donc, vous les marginalisez si vous ne leur permettez pas, d'exprimer leurs émotions, et surtout, ce sont souvent des gens, je pense aux catégories populaires notamment, qui n'ont pas très souvent l'occasion d'exprimer finalement leurs sentiments, leurs peurs, leur colère. C'est un point très important. Aujourd'hui, il faut dans la démocratie gérer la colère. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut faire une place aux émotions, reconnaître leur valeur, leur légitimité, aux côtés du discours rationnel dans la démocratie. Et la deuxième raison, c'est que pour que finalement on puisse produire éventuellement du consensus, la démocratie participative n'aboutit pas toujours au consensus. Il faut au démarrage que s'expriment les conflits. Et généralement, dans l'expression des conflits, il faut qu'à un moment ou à un autre, de la participation, chacun ait pu expliquer pourquoi il était en désaccord avec ses adversaires. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, on ne se donne pas les moyens, me semble-t-il, de dépasser ces conflits et peut-être de parvenir à mieux se comprendre. Mais ça n'est jamais une certitude. C'est-à-dire qu'on n'a jamais l'assurance à la fin que les gens seront d'accord. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour vos questions très intéressantes et voilà, j'espère que cet entretien vous aura été utile. C'est un défi de faire la synthèse. C'est très bien, bravo, merci. Merci beaucoup, monsieur Blondiau. Au revoir. À très bientôt, au revoir. À bientôt.